Voilà, on peut commencer. Pendant que tu parles, je vais m'occuper de gérer les participants et puis on changera après. Oui, 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 ça apparaît devant, du coup, c'est bon. Bonjour à tous. Comme toujours, toute question, on sera plus que ravi de les voir sur le chat. Je le laisse ouvert, comme ça on fait plus dynamique. Toute question, tout doute, tout projet, même que vous voulez participer, partager, vous avez des questions, ne doutez pas à le mettre sur le chat. Voilà, même en plein cours de route, on essaiera d'y répondre vraiment en temps réel. Ça Voilà. sera plus simple. Du coup, voilà, on est le deuxième event de webinaire tour de Contest Capture. On a parlé la semaine passée de la photogrammétrie, plein de projets qu'Arnaud nous a partagé, de modèles live, de comment on a modélisé que grâce à la photographie, mais bien de drones, bien euh, de caméra ou même téléphone. Aujourd'hui, on va attaquer la combinaison avec laser et photogrammétrie pour apporter surtout du détail dans des régions où j'ai besoin d'une précision, d'une résolution nettement supérieure à celle que la photogrammétrie toute seule peut me donner. Mais la combinaison, on va voir, va être très utile pour nous donner de la texture, que le laser n'est pas toujours fort sur ça. Et puis la semaine prochaine, on parlera de comment partager ces modèles, ou bien desktop, la manière la plus traditionnelle, mais aussi les modèles web ready, le faire d'une façon très légère et facile à partager et communiquer entre mes collègues et clients. Voilà, du coup, comme toujours, je te laisse commencer, Arnaud, te présenter. Oui, oui, oui. Donc voilà, moi je suis le président de Tesseract. On est voilà, distributeur Bentley Channel Partner pour la France et l'ensemble des pays francophones sur l'ensemble un peu de la section Reality Modeling, justement, de Bentley. Voilà. Et ensuite, Ruben, voilà, qui lui fait partie justement de Bentley Company, vraiment sur la section Virtuosity, qui est une section à part, qui voilà, est vraiment dédiée sur la souscription annuelle à ce niveau-là. Voilà, on fait partie de la même famille, Bentley Systems, et j'ai joint il y a 2 ans pour la participation, la promotion des solutions de reality modeling. Du coup, Bentley, ben, comme vous savez, c'est une entreprise énorme américaine qui couvre tout le flux de travail des ingénieurs pour leur offrir les diverses solutions depuis la conception, la fabrication, la maintenance, voilà, tous les flux de la production. Euh, et nous, on va se focaliser sur le reality modeling, c'est-à-dire le premier pas à créer mon digital twin, on peut dire mon modèle de la réalité qui est bien utile depuis l'inspection, le design, la conception et surtout la maintenance des infrastructures. Sur le reality modeling, on a plusieurs solutions. Le contest capture ici dont on parle va être le premier pas pour traiter mes images ou mon laser et mes nuages de points capturés et les transformer sur un modèle réel, puis Orbit pour le consommer, pour détecter des infrastructures, l'inspection, etc. Le partage aussi est très important. Point Tools pour faire des animations. Bon, il y a diverses solutions. On va se focaliser que sur Contest Capture, qui est la partie initiale de mon Digital Twin, mon premier outil de travail. Voilà. Et donc nous, voilà, pour redétailler un peu la partie Tesseract, qui s'occupe vraiment de la distribution de 4 produits Bentley sur cette reality modeling. Donc Contest Capture, vraiment pour vraiment créer ces modèles 3D. La partie Orbit pour justement gérer, extraire ces modèles 3D, les nuages de points de mobile mapping et autres pour en faire de la carte du PCRS et partage des données. Open City Spanner, qui est justement un outil de communication pour une campus, un ville ou un territoire à n'importe quelle échelle pour communiquer sur les modèles 3D, les projets, une sorte de web SIG 3D, et puis LumenRT, vraiment, qui est plus un outil dédié à la création de rendus photoréalistes, images ou vidéos, pour communiquer sur vos projets. Voilà, très rapidement. Voilà, très brièvement, ça va être un PowerPoint de toute façon qu'on va partager. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister la semaine dernière au webinaire sur la partie photogrammétrique, l'enregistrement est disponible. Et puis, de toute façon, vous aurez accès à ces différents exemples avec un lien qui vous amènera directement sur les modèles 3D en ligne. Voilà, sur les différentes choses qu'on a pu faire avec des drones, des GoPro, des téléphones, des appareils photo
un peu tout ça. Mais là, on va se concentrer vraiment sur cette partie laser-grammétrie et comment optimiser un peu mieux nos données, qu'est-ce qu'on peut en faire et les partager. Donc, je vais Voilà. partager mon écran pour arriver un peu sur cette partie-là directement. Donc, je vais commencer à ouvrir un petit projet. Contest Capture avec cette interface-là. Ruben, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Donc, comme on avait vu la semaine dernière, on avait créé un nouveau bloc, on avait pu importer différentes photos pour créer ensuite notre aérotriangulation et créer nos modèles 3D. Là, ce n'est pas le cas. On va commencer justement pour importer juste un nuage de points. Donc ici, on a pu importer des nuages de points au scanner qui a été fait du scanner statique, comme ceci. Donc, on a importé du format standard E57 structuré, parce que derrière, ça va permettre de contenir la position des scans afin de pouvoir mieux calculer son maillage. Donc, sur cet exemple-là, j'ai pu importer ici, par exemple, l'extérieur. Ensuite, sur cette partie-là, j'ai pu importer, par exemple, ici, le rez-de-chaussée. Et ici, le premier étage. J'aurais pu tout importer d'un coup, mais l'avantage de séparer par zone ou par étage, c'est que ça va me permettre de mieux gérer, justement, mon modèle 3D final. Parce que derrière, vu que c'est un maillage et pas un nuage de points, on va se retrouver peut-être avec un gros bloc qui sera peut-être assez compliqué à visualiser. Donc, une fois que j'ai simplement importé mes scans, colorisé comme vous voyez ici, ou alors comme ici, non colorisé, seulement avec le retour d'intensité, on peut directement relancer une reconstruction. Donc je vais le faire manuellement, je ne vais pas lancer le calcul parce que ça va être un petit peu long. Mais tout simplement, je vais pouvoir ensuite réduire ma zone pour calculer ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir tuiler aussi mon calcul, parce que par exemple, en fonction de la RAM de votre PC ou des différentes tailles du projet, vous allez pouvoir créer tuile par tuile afin d'éviter voilà, d'avoir un gros calcul qui se fait. L'avantage aussi, c'est que si vous avez deux licences Contest Capture, vous pouvez calculer en parallèle sur deux PC sur le même projet, où chaque ordinateur va calculer une tuile différente pour les rassembler à la fin. Voilà, accélérer la livraison de la production, au moins 2 fois Exactement. plus vite. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est de manière assez classique. Et à partir de là, une fois que la reconstruction est faite, je vais pouvoir soumettre une production et en effet sortir, par exemple, ici, un mesh 3D. Une fois que c'est fait, il va calculer. Vous voyez ici, il a mis à peu près 1 heure pour ressortir directement notre modèle 3D. Donc là, je n'ai pas pris de photographie. Il se sert juste du nuage de points et de la densité du nuage de points et de la couleur du nuage de points pour coloriser son modèle 3D. D'ailleurs, vous voyez, si je zoome, pour ceux qui sont habitués au scanner statique, on peut bien voir les différentes lignes de points qui ont pu être mesurées sur des objets qui ont été un peu plus loin avec une luminosité différente, ce qui fait ce petit effet. Donc déjà, pour ceux qui travaillent avec du scanner statique pour faire un plan de façade ou un plan d'intérieur, ils ont déjà la donnée acquise, donc ils n'ont pas besoin de temps supplémentaire sur le terrain. Et pendant qu'ils dessinent leur façade ou leur plan d'intérieur sur AutoCAD ou autre microstation, et ben, Contest Capture derrière peut à la limite calculer ces modèles 3D, donc ici l'extérieur, et puis pouvoir, par exemple, rendre ceci en même temps que vos plans de façade. Je vais vous montrer après avec le viewer. Nous avons la même chose ici sur le rez-de-chaussée, où j'ai importé mes différentes positions de scan. J'ai lancé également la même reconstruction et la même production, qui m'a permis d'avoir ceci. Donc moi, souvent, par habitude, j'aime bien enlever le plafond, parce que du coup, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur les différents outils de visualisation. Si jamais vous ne fournissez le donné en local avec le viewer, en fait, vous avez une fonction. Donc, par exemple, si j'ouvre le viewer de ce projet-là, on retrouve. Donc, même si vous laissez le plafond, vous pourriez avoir une fonction qui va permettre de masquer, de toute façon, le plafond et les murs qui donnent le côté face. Il y a déjà beaucoup d'informations couleurs. Oui, voilà, merci. Voilà. C'est parce que sinon, je m'entends des fois en double. Oui. Voilà. Et là, c'est vraiment que la texture couleur du nuage de points. Oui, 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 je vois. Voilà. Oui, la technologie avance, bien sûr. Les lasers capturent de plus en plus les couleurs sans devoir appliquer de la photogrammétrie pour avoir des textures. Voilà. Et là, ça permet d'avoir une sorte, un peu ce qu'on appelle maintenant un peu les maisons de poupées, à donner à votre client en plus de votre plan d'intérieur. Là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire, pas de temps supplémentaire sur le terrain. Vous récupérez juste vos données que vous avez utilisées pour votre plan d'intérieur, pour le dessiner, et lancez le calcul. Il demande Ludovic si on peut augmenter les 16 Go de RAM pour la reconstruction. Alors, on peut les augmenter, mais ça ne va pas ça va pas prendre plus de RAM sur votre PC que 16 Go maximum. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que ça va pas augmenter la vitesse de calcul.
Parce que c'est limité à 16 Go justement pour éviter des erreurs dans le calcul et que si jamais on va lancer sur un projet à 50 Go, voilà, les calculs parallèles faits par la RAM des fois peuvent poser souci. Donc en fait, ça ne va pas augmenter, il va quand même toujours travailler à 16 Go de RAM, même si vous mettez 30 ou 40. C'est juste que ça va vous permettre d'augmenter cette RAM-là, éventuellement, quand vous faites une nouvelle tuile, d'avoir des tuiles qui vont être beaucoup plus grandes en fait. Par exemple ici, si je vous montre l'exemple ici, si par exemple je fais tuile, donc j'ai mis, donc il va créer ces tuiles. Donc par exemple, si je mets 16 Go de RAM, qui est le maximum en fait de calcul, on va avoir 31 tuiles avec dont des plus petites. Mais si je mets par exemple 30 Go, le calcul ne sera pas plus rapide, mais on va avoir des tuiles plus petites, enfin plus grandes plutôt, ce qui va nous permettre aussi de mieux éditer notre maillage derrière, parce que quand on a plein de petites tuiles, voilà. Donc c'est vrai que plus grande là. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est à voir en effet. Bon, ça, je dirais peut-être plus à Ruben de faire remonter aux développeurs, parce que maintenant c'est vrai que les ordinateurs ont de plus en plus de RAM. Donc c'est vrai si on peut aussi modifier cette partie-là. Aujourd'hui, la seule possibilité d'augmenter la vitesse de calcul, c'est une seconde licence pour vraiment avoir finalement 2 ordinateurs qui travaillent en parallèle. Je vois un peu le souci. Quand vous n'avez pas de couleur sur votre nuage de points, vous avez maintenant aussi les scanners qui sortent un retour d'intensité. Et donc vous pouvez coloriser, comme ceci, votre projet. Et donc c'est pareil, vous pouvez directement générer ceci. L'avantage aussi de les calculer de manière différente, c'est que ça va vous permettre aussi de communiquer avec votre client de manière différente. C'est-à-dire que là, si vous faites qu'un seul rez-de-chaussée, vous allez pouvoir donner un fichier rez-de-chaussée. Mais si à un moment donné, là, j'ai rez-de-chaussée, premier étage, si vous donnez les deux ensemble, en fait, vous allez vous retrouver avec l'extérieur sur quelque chose comme ceci. On se retrouve avec l'extérieur, comme cela. Puis du coup, éventuellement, le rez-de-chaussée ici, puis ensuite le premier étage ici. Et donc, des fois, en termes de visualisation, ça peut être assez compliqué. Même si on affiche, on masque les éléments derrière, de toute façon, on ne va jamais pouvoir masquer ce sol-là. Donc, l'avantage de les séparer, c'est que vous pouvez aussi, du coup, appliquer un décalage et pouvoir dire, par exemple, et les mettre côte à côte, plutôt que les uns sur les autres. Et dire comme ça, j'ai mon rez-de-chaussée ici, puis à droite, je vais pouvoir y mettre mon premier étage, mon deuxième étage. Alors là, j'ai un peu mal calculé mon décalage, genre je voulais les mettre côte à côte. Bon, voilà. Mais vous pouvez du coup fournir aussi dans la partie viewer, vous pouvez fusionner vos différents projets avec un décalage si vous avez prévu dès le départ justement de fournir comme ceci. Oui, de la même façon qu'il nous laisse régler les décalages que parfois on a, mais dans ce cas, on aurait pu un décalage Z d'origine parce que le capteur ou le laser n'a pas identifié bien les coordonnées Z et on aurait pu bouger pour qu'ils n'apparaissent pas l'un sur l'autre. On peut le décaler aussi sur X, Y, juste pour nous le faire plus visuel et moins réalistique. Voilà, ça permet de toujours donner qu'un seul fichier, mais avoir un accès. Et de toute façon, ce viewer, c'est ce qu'on verra aussi dans la semaine prochaine sur le partage des données. Ce viewer peut être distribué en local ou alors sur Internet ou autre. Et puis du coup, la personne peut également prendre des mesures de surface, de volume et de coordonnées et des distances. Donc ça peut voilà, aussi rapidement à la personne avoir des choses en plus. Je vais un peu vite, hein, très brève. Je vais peut-être un petit peu vite, voilà. De toute façon, c'est une surface, voilà, surface plane. Donc, quelle que soit la hauteur du mur qu'on clique, ça nous permet d'avoir la surface de la pièce. Totalement. Des petites choses comme ça. Mais on verra ça un peu la semaine prochaine. Voilà, donc c'est vrai que sur la partie vraiment juste calcul avec seulement le scan, c'est quelque chose qui est assez rapide et il n'y a pas besoin de temps terrain supplémentaire. On récupère seulement nos données. Par exemple, ici, sur ce projet-là, donc ça, le premier scan pour info, ça a été fait avec de mémoire avec du RTC de Leica. Comme ça, je cite aussi un peu les différents produits, ça a été fait avec quoi. Ça permet d'être un peu plus clair pour ceux qui ont du matériel. Ici, c'est un projet qui a été fait avec plusieurs choses. Par exemple, ici, nous avons un levé de façade, pareil, où j'ai importé 3 positions de scan. Et j'ai lancé directement la partie production de maillage 3D. Alors, vu que je montre pas mal de choses en même temps. Oui. Un peu, je vais fermer. Voilà. Je vais fermer mon tour d'intérieur. Et donc, juste avec la partie scan, comme ça va permettre de vous montrer la différence colorisée, on retrouve avec ce genre de données. Donc, on se retrouve avec, par contre, j'aime bien montrer dans le viewer parce que on va pouvoir désactiver aussi la... Comme ça. Donc, il fait son modèle 3D à partir du nuage de points. Donc, on se retrouve sur des éléments très précis qu'on peut retrouver éventuellement dans le nuage de points. Donc, vous voyez les petits trous. On voit ici les petites briques qui peuvent être légèrement
cassés et autres. Donc on retrouve vraiment l'ensemble des détails précis grâce au nuage de points. Par contre, sur la partie texture, on peut se retrouver avec cet effet un peu point et cet aspect aussi un peu flou suivant où a été mesurée la position de scan. Oui, bien sûr, c'est pas son point fort, les textures et les couleurs. Exactement. Donc là, ensuite, sur ce projet-là, des photos ont été également prises, comme ceci avec le téléphone et puis avec une GoPro, où un film a été pris également avec la GoPro qu'on a séquencé en vidéo. Donc par exemple, voilà, ceci en GoPro qui a été fait directement. Et ensuite, des photos téléphone aussi qui ont été prises, afin de pouvoir amener un peu plus de texture. On a lancé une aérotriangulation, comme on a pu voir la semaine dernière sur la partie photo, avec contrainte sur le nuage de points. Du coup, en fait, on va pouvoir, si je vous montre une aérotriangulation, contraindre notre aérotriangulation photo sur nos nuages de points issus de scan, afin qu'ils puissent justement directement se mettre à l'échelle. Il faut quand même avoir prépositionné ces positions-là, avec des points de contrôle, avec 3-4 points de contrôle pour qu'elles soient à peu près positionnées. Et ensuite, il va justement faire une sorte d'ajustement nuage à nuage et corriger son aérotriangulation en se servant du nuage de points comme contrainte. Et ensuite, on va pouvoir ressortir un modèle 3D comme ça. L'avantage de ça, c'est que le modèle 3D, il est créé, la géométrie du modèle est créée par le nuage de points, et la texture a été créée par la photographie. Donc si j'affiche dans ma partie viewer comme tout à l'heure, et que je maxe par exemple ma texture, je retrouve bien précisément ma précision, vous voyez, de mon scan. On voit même les petites affichettes, on retrouve toujours les petits éléments ici. Mais la texture est faite avec la photo prise de manière externe, ce qui va me permettre, vous voyez, d'avoir quelque chose. Alors après, ça va vraiment dépendre de l'appareil photo, tout ça. Moi, ce qui est fait vraiment rapidement avec une GoPro et autres, c'était pour faire des tests. Mais on se retrouve quand même sur des éléments qui vont être beaucoup plus propres sur notre texture. C'est là l'avantage, la flexibilité que ça donne de pouvoir choisir là où j'ai besoin vraiment des détails, de niveau de précision pour des mesures millimétriques. Je vais utiliser le laser. Là où j'ai pas besoin vraiment de précision, mais juste avoir une information couleur et un aspect réaliste très précis, je vais que faire de la photogrammétrie. C'est à moi de choisir où j'utilise chaque ressource. Voilà, c'est exactement ça. C'est que moi, j'aime bien aussi promouvoir Contest Capture pour les gens qui n'ont aussi pas forcément de drone et que sur ce genre de projet-là, où ont déjà des scanners statiques, et des fois, ça peut permettre d'avoir des choses aussi qui peuvent être assez intéressantes. Juste avec un téléphone, une GoPro, il n'y a pas besoin des grandes ressources. Déjà qu'on utilise la grande précision du laser qui est le plus important. Exactement. Là, par exemple, ici, c'était la partie que photogrammétrique, donc il n'y a pas du tout de scanner laser. Donc la géométrie est donnée par la partie photogrammétrique. On peut se retrouver dans des environnements où on pourra avoir moins de photos, comme sur les angles, des choses comme ça. Si on n'a pas forcément de drone, où là j'avais un accès que terrestre, se retrouver sur des choses assez étranges, dès qu'on va arriver à être sur des choses un peu fuyantes, ou alors si on n'a pas pris suffisamment de photos. Donc là, avec un drone, on n'aurait pas ce résultat-là, on aurait un meilleur résultat. Mais voilà, là, c'était un accès que terrestre. Et ensuite, sur un troisième... Excuse-moi, Ruben. Non. Non, c'est bon, tout va bien. Et ensuite, sur un autre exemple, toujours sur le même projet, où celui-là, il a été fait en mobile mapping, du coup, avec un nuage de points fait avec un scanner à main, scanner dynamique, donc là, de la marque Geoslam. Donc là, les scanners statiques, c'était du X7 de Trimble. Et donc là, ça a été fait aussi avec la partie Geoslam, d'où aussi le film GoPro qui est inclus avec la partie Geoslam, où je vais pouvoir importer justement mes photos. Hop, là, je reviens là, mes photos. Mon nuage de points, sauf que maintenant, quand on importe un nuage de points mobile, il est nécessaire d'avoir aussi en fait une trajectoire. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit du statique ou du mobile, il a toujours besoin de savoir où ces points ont été pris. Donc, dès que vous avez un appareil mobile, de toute façon, dans les calculs des appareils mobiles, vous avez normalement un listing TXT de la trajectoire que vous allez également pouvoir importer pour qu'il puisse comprendre son cheminement qui a été fait pour pouvoir mieux recalculer son modèle 3D. C'est indispensable d'importer la trajectoire. Exactement, c'est indispensable. Ce qui va permettre d'avoir peut-être sur la partie géométrique des choses un peu moins précises qu'un scanner statique, mais plus précises quand même que juste de la photogrammétrie terrestre, surtout dans ce cas-là. Vous voyez sur la partie, parce qu'on a un bruit de mesure qui va être de 2-3 cm, on ne retrouve plus le petit tour des briques. Mais l'avantage d'être mobile, c'est que ça a permis aussi de passer dans tous les recoins, dans tous les environnements, de le mettre ici vu que c'était à main, de redescendre ici, ou en statique, on aurait multiplié énormément la position de station.
Et ensuite, pareil, texturer avec la partie photo, ce qui va me permettre vraiment d'avoir l'ensemble du projet de cette manière-là aussi, que ce soit également les zones comme ceci, ou cachées. Ça couvre Donc là, plus. seulement en photogrammétrie, ouais, ça aurait été long, seulement en scanner statique, ça aurait été long, et vraiment la partie mobile a permis d'avoir un peu les deux, l'avantage des deux. Oui, ça permet de couvrir une aire plus grande très vite. Déjà que c'est mobile, c'est un sac à dos ou quelque chose à la main. Mais voilà, comme les drones, le plus de vitesse qu'on a en bougeant, le pire résultat en détail on aura. Exactement. Et donc là, on a un bruit de mesure sur les appareils mobiles à main de 2-3 cm. Lui, de toute façon, il applique ses filtres pour recréer son maillage. Et donc, du coup, on n'a pas forcément des superpositions de plans, justement, sur cette partie-là. Ouais. Et les endroits où on n'a pas forcément suffisamment de photos pour faire du calcul photogrammétrique, vous voyez, il reprend la texture du nuage de points, qui est ici en intensité. Donc voilà un peu sur cet exemple-là qui a été fait vraiment de différentes manières. Voilà, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à faire pour pouvoir sortir même voilà, avec des appareils mobiles et de la photogrammétrie, rapidement sortir des plans de façade et des orthos. L'avantage, c'est que là, l'aérotrégulation se cale sur le nuage de points, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des points de contrôle sur la création photogrammétrique parce que les points de contrôle vont être le nuage de points. C'est ça qui va servir de contrôle. Après, voilà, les cibles, de toute façon, peuvent toujours être mises justement pour contrôler, on va dire, pas comme point de contrainte, mais plus comme voilà, de checkpoint pour vérifier sa précision. Mais vu qu'on a le nuage de points, quelque chose qui est un petit peu plus léger. Parce que lorsqu'on combine du laser avec, par exemple, du vol de drone, ça devient à chaque fois plus utile les grandes control points qu'on appelle les GCP. Exactement. Parce que du coup, ça va permettre déjà de pouvoir mieux positionner son aérotrégulation sur le nuage de points et qu'ensuite, suivant la prise de vue, si c'est vraiment un vol nadiral, bah, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments communs sur les tie points et le nuage de points. Donc voilà, ça va permettre de combiner les deux beaucoup plus facilement sur cette partie-là. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de combiner les deux parce que c'est vrai que la partie drone, de manière nadirale oblique, va permettre d'avoir beaucoup d'éléments, mais du point de vue terrestre, le scanner statique restera quand même l'objet le plus pratique pour visualiser les surfaces verticales et ah, voilà, je pars surtout dans une ruelle ou autre parce que je pensais à mon prochain exemple que j'allais vous montrer. Donc si on reste sur la partie scanner à main, donc c'est ici qui a été fait voilà, avec aussi un petit scanner à main qui a permis voilà, de ressortir tout ce qui peut être aussi numérique, tout ce qui peut être aussi industriel pour ressortir très rapidement ce type d'objet-là, où l'idée c'est vraiment d'avoir un environnement connu. Voilà, le but c'est pas d'avoir précisément la forme du boulon, c'est surtout parce que sur le scanner à main, on va être quand même sur toujours pareil 2-3 cm de point de mesure, mais ça va vraiment permettre d'avoir l'environnement et afin de pouvoir mieux gérer sa maintenance, mieux gérer l'enlèvement ou l'ajout de machines, mieux gérer également la formation des gens qui peuvent aller sur place si c'est des zones un peu sensibles où la formation peut se faire à distance. Donc ça, ce genre de jumeau numérique est de plus en plus utilisé sur la formation à distance aussi pour les personnes qui peuvent aller sur des plateformes pétrolières, sur des usines voilà, qui peuvent être sensibles où on ne peut pas forcément accéder. Ça permet vraiment de conserver numériquement l'ensemble des données. Et quel est exactement, Ludovic nous demande, quel est le modèle du scanner que tu as utilisé dans ce cas? Alors celui-là, c'est un exemple qui a été fourni, c'était fait avec un Geoslam, un Zeb Revo RT et la GoPro qui est associée. D'accord, d'accord. Justement, Kevin nous demande aussi si c'est possible de compléter les zones de manque issues du scan statique par l'acquisition photo. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut juste les mettre dans le même référentiel. C'est juste qu'après, toujours pareil, la photogrammétrie nécessite quand même des petites contraintes au niveau de la texture. Voilà, si c'est des zones qui peuvent être un peu limitées en termes de photogrammétrie, voilà, ça peut peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il arrive, si les deux fonctionnent, voilà, vous pouvez vraiment combler les deux. Vous mettez le nuage de points dans votre projet, la retriangulation de l'autre. De toute façon, le calcul peut être lié ensemble et c'est l'avantage de coupler les deux, c'est que l'un va pouvoir combler le manque de l'autre. C'est ça l'avantage qu'on parlait, de ne pas devoir capturer tout avec le laser ou tout avec la photogrammétrie, surtout le laser que ça prend un peu plus de temps. Sinon, aller au détail là où j'ai besoin, mais juste compléter avec le drone ou la photogrammétrie quelconque ressource où je n'ai pas besoin forcément de grands détails, mais oui, un aspect réaliste. Exactement.
Sutton aussi nous demande si c'est possible de nettoyer, comment nettoyer le nuage de points s'il y a du bruit, un fantôme par exemple. Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous nettoyez le nuage de points avant le maillage, et donc dans ce cas-là, il faut bien prendre en compte, c'est le logiciel de traitement qui est fourni avec le matériel, le constructeur ou d'autres logiciels. Donc ça, c'est on nettoie le nuage de points avant. Donc ça dépend vraiment le matériel qu'il a, ou les logiciels qu'il a, mais vraiment dédié au nuage de points. Sur la partie Contest Capture, on ne va pas forcément pouvoir nettoyer le nuage de points, mais on va pouvoir nettoyer la partie maillage. C'est-à-dire qu'ici, quand j'ai créé mon modèle 3D, typiquement, je crois qu'il y avait des personnes ici, on veut nettoyer ceci, par exemple. Dans Contest Capture, une fois que le maillage est fait, vous pouvez éditer ce maillage-là, parce qu'en fait, il a son modèle de référence. Donc là, j'ai cliqué, vu qu'il est un petit peu long. C'est toute une suite, ce projet. Hein. Ouais, peut-être. En effet, j'ai peut-être fait une grosse tuile. Mais vu que j'ai tous les viewers ouverts, voilà, des fois, ça prend un petit peu de temps. En fait, voilà, on va pouvoir sélectionner notre zone du nuage de points à nettoyer. On va pouvoir l'enlever et puis faire une mise à jour du maillage. Où, voilà, la mise à jour va être un petit peu plus rapide que la création du modèle. Donc, voilà. Ça arrivera. On va attendre. On va montrer les autres exemples en attendant. On y reviendra. Ici, par exemple, c'était fait aussi avec un autre scanner à main. Donc là, ça a été couplé avec un scanner à main pour faire l'ensemble de la géométrie. Et ensuite, une GoPro était fixée sur un casque. Donc j'avais mis un casque avec une GoPro qui était orientée à 45 degrés vers le bas, vers l'arrière, et le scanner à main vers l'avant, afin d'avoir vraiment un peu les deux points de vue. Donc on peut voir d'ailleurs que j'ai pas forcément d'éléments au-dessus des bâtiments, parce que c'est deux caméras planaires qui sont quand même plutôt orientées vers le bas. Et ça va me permettre vraiment d'avoir, toujours pareil, ma géométrie avec le nuage de points et la texture. L'avantage de ça, c'est que ça va permettre aussi de fournir, alors sur ce genre de produit, l'idée c'est pas d'avoir quelque chose d'extrêmement précis, parce que voilà, avec les décalages de texture, ici on avait différents appareils photo, donc on se retrouve avec des luminosités différentes, donc les retriangulations n'est pas forcément au top, mais ça permet quand même d'avoir, en plus du plan, une sorte de jumeau numérique et d'identifier mieux quel type de plaque c'est, éventuellement l'état des différents équipements urbains, de pouvoir mieux identifier, de pouvoir voilà, fournir un visuel en plus de votre rendu traditionnel, plan 2D classique. Donc ça peut être des choses aussi qui peuvent être intéressantes. Et des fois, fournir le nuage de points, les choses comme ça peut être assez compliqué, ou alors il faut mettre sur le cloud, parce que voilà, Orbit, des solutions de partage, on verra la semaine prochaine, quel que soit le matériel et quel que soit le type de données. Mais voilà, c'est des fois, ça c'est du local, vous pouvez le donner en local avec le viewer qui est gratuit, et puis la personne peut naviguer, prendre des mesures, prendre des surfaces en plus. Voilà, avoir ce genre d'éléments aussi. Et pour ceux qui ont voilà, des éléments peut-être du matériel un petit peu plus costaud, type sac à dos, backpack, donc là ça a été fait avec un scanner sac à dos Diametris. Et ça va permettre vraiment d'avoir une sorte vraiment de jumeau numérique urbain, de pouvoir naviguer, voir voilà, un peu les différents magasins qu'il peut y avoir, naviguer dans les rues piétonnes, des choses comme ceci. Donc c'est pareil, on importe la trajectoire, on importe le nuage de points, et on va pouvoir lancer ceci. Oui, tout ce qui est terrestre a l'air très très réaliste en effet. Dès qu'on voit sur les toitures, bien sûr, il n'y a pas d'information. Voilà, pour l'organisation d'événements, ça peut permettre aussi, voilà, ça me permet de scanner ici ma place et ensuite pouvoir, typiquement dans l'UMNRT, y mettre votre projet inséré dans l'environnement et puis faire des animations ou faire des rendus photoréalistes. L'idée, c'est toujours pareil, de travailler sur des modèles haute qualité qui servent de base et d'en faire quelque chose après, que ce soit du plan topo, que ce soit du numérique, que ce soit voilà, du projet. Voilà, ceci, on peut s'en servir, y insérer ensuite notre projet, faire des vidéos, partager directement sur Internet, faire voter les citoyens, ce genre de choses. Il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes directement. Voilà. Et ensuite également, sur de la partie plus mobile mapping voiture, donc ça, c'était fait avec un Pegasus VIK. En fait, on a récupéré les différentes photos planaires et le nuage de points, vu qu'on a les trajectoires des appareils photo et également du nuage de points. Ça nous a permis, pareil, de ressortir très rapidement sur un levé, voilà, 10 minutes, l'ensemble de la trajectoire, comme ceci. L'avantage de ça, c'est que vu qu'on travaille aussi sur du mesh haute résolution, voilà, il va récupérer toute la résolution possible de votre appareil photo. Donc les photos planaires de Pegasus ne sont pas forcément haute résolution, mais ça peut être couplé avec d'autres appareils photo.
afin d'avoir un rendu un peu plus de qualité, et puis sortir éventuellement des orthovoiries, ce genre de choses-là. Ça va dépendre aussi du séquençage photo, voilà, tous les mètres ou tous les 5 mètres, tous les 10 mètres. Voilà, plus ça sera espacé loin, plus vous allez avoir des effets de flou, parce que là, je crois qu'on avait tous les 5-6 mètres, donc on n'a pas forcément une très Ouais. forte qualité. Et plus ça sera séquencé rapidement, plus on va gagner en précision sur notre calage photo et sur notre résolution. Oui. Et là, on pourrait aussi nettoyer tuile par tuile les trous qu'on voit, les voitures qui ne sont pas finies. Exactement. Il y a Ludovic qui demande si la prise était statique. Non, là, c'était vraiment dynamique. C'est vraiment un système voiture. Là où c'est vraiment mobile mapping voiture qui roulait voilà, à sa vitesse de capture. Donc on a vraiment après des photos tous les 5-6 mètres, je crois, sur ce projet-là. Très bien. Voilà. Il demande aussi, je suis pas sûr si c'est prévu ou pas, de l'outil TouchUp là qu'on allait montrer, si c'est possible de le faire avec l'ensemble des tuiles et pas comme c'est fait actuellement de tuile par tuile. Non, alors je ne sais pas si c'est prévu avec les développeurs. C'est intéressant de le faire tuile par tuile pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, déjà, plus vous allez avoir, comme là, j'ai la moitié de ma tuile, que je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a plusieurs raisons. C'est qu'en fait, quand on va travailler sur des gros projets, on va avoir du coup des centaines de tuiles. Et en effet, à nettoyer, c'est très vite fastidieux. Mais souvent, après, on va pouvoir aussi classifier nos différentes tuiles. Parce que ça va être compliqué de tout modifier d'un coup et de voir toutes les choses à nettoyer. Donc c'est vrai que ça a été vraiment fait comme ça. Et aussi, ça a été fait pour travailler sur plusieurs ordinateurs, pour que chacun puisse aussi travailler sur ses propres tuiles, sur des gros volumes. Donc En pour le plus, moment, c'est j'imagine, vraiment... oui, en plus, j'imagine si on doit que modifier une partie, une tuile et ne pas demander de faire la reconstruction complète du modèle, ça accélère aussi la nouvelle production. Exactement. Donc là, par exemple, c'est là l'outil TouchUp, justement, où on pouvait nettoyer. Alors, hop, on peut nettoyer comme ceci. Alors, vu que j'ai l'outil lancé, voilà. Donc voilà, ça peut permettre de nettoyer votre maillage à la fin. Moi, j'aime bien faire comme ceci. Après, hop, je masque un peu comme ça. J'enlève ça. Voilà. Et puis ensuite, je fais supprimer. Supprimer, justement, éditer mon maillage. Donc là, c'est parce que j'ai une grosse tuile. J'avais dû justement vouloir avoir une seule grosse tuile. Donc, ce que j'expliquais justement sur le TouchUp tuile par tuile, on va y arriver. Bien sûr. C'est qu'en fait, après, le but, c'est de pouvoir justement classifier aussi vos tuiles en disant, ben voilà, cette tuile-là, elle a été nettoyée, celle-là, pas encore. Et puis, en fait, ça va permettre d'avoir une sorte de système de travail collaboratif et de gestion de projet sur ces différents éléments. Donc, comme ça, les gens savent ce qui est vert, c'est que ça a été nettoyé, ce qui est rouge, c'est ce qui a été nettoyé, ou alors, voilà, type 2, j'ai un doute. Voilà, c'est à vous de voir après, on peut gérer ici vos différents tags, vos différentes descriptions à ce niveau-là. Aussi, il demande si le logiciel gère les ombres des véhicules ou des techniciens, par exemple, filtrer les éléments qui sont non fixes. Alors, oui, tout à fait. Tout à fait, il y a plusieurs possibilités. C'est que déjà, il va bien comprendre les éléments mouvants et il va vraiment voir les éléments un peu plus statiques. Donc, par défaut, il va conserver les éléments plus statiques. Néanmoins, il suffit que votre voiture soit garée. Par exemple, une voiture soit garée, elle est statique. Vous passez sur un premier allée, elle est statique. Vous passez au retour, elle est partie, donc il n'y a plus cette partie-là. Là, en effet, il pourra peut-être prendre la voiture et se tromper. Vous avez aussi la possibilité, quand vous créez une orthophoto, alors je ne sais pas si je vais essayer de retrouver un projet, justement, où j'avais voulu créer une orthophoto. Projet Contest Capture. Ça devait peut-être s'appeler marquage. C'est plus, c'était sûr. Enfin, et en fait, du coup, sur votre orthophoto, comme là, j'ai pu modifier le maillage, vous allez, vous, dans l'orthophoto, cliquer sur une zone. Vous allez enfin même plutôt dessiner d'ailleurs une zone avec un lasso. Il va vous afficher toutes les photos affiliées à cette zone-là. Et vous allez pouvoir choisir quelle photo vous voulez qu'il utilise en priorité pour la création de son orthophoto. Et donc, du coup, vous allez plutôt choisir les photos où la voiture était partie plutôt que la photo où elle était garée. Donc, les objets en mouvement, automatiquement, il les gère plutôt bien. Et dès qu'on a quand même des éléments statiques qui peuvent être vus d'un côté et pas de l'autre, et donc qui peuvent se tromper, on peut ensuite modifier manuellement aussi l'orthophoto en choisissant quelle photo on veut qu'il utilise pour la création de son orthophoto. Voilà.
Puis pour les ombres, il n'y a pas nécessairement de haute qualité ou haute définition d'informations sur les photos. Ça va être des airs qui plutôt vont être en manque de détails, non? Aussi, parce que forcément, il y a moins de texture et ainsi de suite. Après, si c'est des ombres, en effet, qui sont de toute façon statiques, c'est pas les ombres de la voiture ou du porteur ou du sac à dos, bah là, en effet, de toute façon, on verra quoi qu'il arrive les ombres. J'essaie de revoir son exemple là. Non, j'ai l'impression qu'il faisait un soleil, donc il n'y a pas d'ombre particulièrement. Non, de toute façon, il va utiliser votre appareil photo, donc ça va être les données de votre appareil photo. Si c'est pas des photos en HDR, des choses comme ça, en effet, ça va être les ombres, elles vont être revues à ce niveau-là. C'est pour ça que Ouais, souvent, les gens qui font de la photographie aérienne ou du drone pour vraiment faire de l'orthophoto, ils choisissent vraiment certaines heures de capture, justement, pour éviter d'avoir le maximum d'ombre. bien sûr. Voilà un petit peu sur les différents exemples. Je regarde, on n'est pas spécialement oublié d'autres. Donc voilà, c'est de balayer rapidement les différents exemples sur différents types de produits pour ça. Sauf s'il y a Oui, d'autres questions, après voilà, Ben peut peut-être continuer sur la partie plus tarifaire. oui, bien sûr, même si on continue, vous pouvez encore demander des questions, ça va Oui, éviter d'y répondre à la fin. Voilà, comme la dernière fois, on a parlé de petite Virtuosity qui est là. seconde. Je Ah oui, passe plutôt en mode présentation dans Teams, ça sera plus simple à gérer. très bien. Excuse-moi. Hop. Ici. Voilà. C'est Demande visible là, c'est bon? Oui, voilà, on le voit. Demande ensuite si en photogrammétrie, à partir des photos qui ne sont pas géoréférencées, comment le plan de référence est calculé? J'imagine Euh, des photos sans GPS. alors les photos, il essaye d'identifier l'objet, honnêtement. Donc quand c'est sur des choses assez bâties et autres, il comprend que c'est un objet bâti, donc il y met les murs verticaux la plupart du temps. Après, c'est vrai que de toute façon, si vous n'avez pas de plan de référence ou vous n'avez pas forcément de points ou des choses comme ça, c'est vrai que son plan de référence, bah, il le fait un peu de manière aléatoire. Et donc, ça sera à vous, manuellement après, de cliquer sur la photo différents éléments. Donc, même si forcément, vous n'avez pas forcément d'éléments, c'est ce qu'on a pu voir un peu la semaine dernière, si vous n'avez pas forcément de point de coordonnées, vous pourriez de toute façon, en effet, cliquer des points. Hop, je le clone. Je crée cliquez des points sur la photo, donc 2 points par exemple, vous cliquez ici On 2 points, peut un pas point voir haut, ton un écran. point bas, et ensuite à partir de là, justement, le contraindre et dire ça c'est l'axe vertical, voilà, et dire ça c'est l'axe vertical, l'axe horizontal, des choses comme ça. Mais de manière automatique, en effet, c'est toujours à prendre des pincettes, les plans de référence par photogrammétrie. Voire même, je Oui. vous conseille de ne pas les utiliser. Voilà. Il faut toujours recréer, à mon avis, des points et de définir vous-même votre plan, votre propre axe vertical. On pouvait pas voir ton écran là, Arnaud, mais on a compris. Ah oui, C'est moi oui, parce que oui, j'étais sur le Teams. aucun souci. C'est ajouter des points pour leur donner après des contraintes de axe, d'échelle, si on n'a pas eu l'information GPS des photos, etc. Pour avoir bien géoférencé notre modèle final. Oui. Du coup, Virtuosity, c'est l'entreprise de Bentley qui est née il y a 2 ans pour offrir des prix plus compétitifs et surtout plus avantageux pour des petites et moyennes entreprises. Du coup, Contest Capture, c'est plus vendu comme licence perpétuelle, comme à Bentley, mais avec Virtuosity, c'est une souscription annuelle à 3 300 € par an. On a Contest Capture, le editor et aussi ContextShare qui est l'espace gratuit. C'est un des avantages qu'on n'aurait pas avec Bentley, qui inclut la possibilité de partager ces modèles web ready, comme on va parler la semaine prochaine, comme Arnaud va nous présenter aussi. Et c'est un accès gratuit, il n'y a pas de limite en termes de personnes qui vont visualiser mes modèles. Je peux créer quelconque surface et orthophoto modèle et le publier sur mon serveur pour qu'on prenne des annotations et des mesures qu'on va partager après avec nos clients et collègues, déjà qu'on a tous accès au même serveur gratuitement. Et puis la Worksuite Advance, c'est où ça inclut par exemple Point Tools pour faire des animations ou
Orbit Future Extraction, qui va nous permettre de sauver du temps lorsqu'on fait de l'inventaire d'infrastructures ou l'extraction de géométrie sur Orbit. On a eu quelques webinaires aussi, on a fait ensemble, Arnaud, l'année passée. Et on peut partager aussi les liens qu'on a parlé de Orbit. Tout à fait. Voilà, alors pour tous les participants, comme on parlait la semaine passée, pareil, il y aura un 15% de réduction sur tous les souscriptions qu'on a parlé pour Orbit et Contest Capture. Vous êtes toujours invité à demander des tests gratuits. D'habitude, on fait 2 semaines à 1 mois d'un trial, d'un essai de solution de Contest Capture. Vous pouvez demander à Arnaud. Je serai aussi ravi de vous aider et de vous accompagner. On a fait quelques tutoriels online sur LinkedIn. Et on a parlé aussi de la possibilité d'acheter 2 Contest Capture pour travailler avec 2 engines, c'est-à-dire produire les délivrables 2 fois plus vite. Et sur ce cas, ça serait très utile pour même faire plusieurs modèles à la fois et les joindre après sur d'autres solutions. C'est pour ça qu'on offre un 25% de réduction sur la deuxième licence qu'on achète pour utiliser ce deuxième engine, cette deuxième puissance. Ils nous ont demandé aussi de peut-être faire de parler de Point Tools. C'est une solution plus difficile. Je m'y connais pas tellement à faire les animations. C'est basiquement l'outil pour faire des animations de nuages de points. Voilà, on va vite fait peut-être l'évoquer sur la question. Après, je ferai peut-être une présentation un peu plus à Grégoire. En effet, moi, c'est un outil que j'avais utilisé il y a quelques années avant que ça soit racheté d'ailleurs par Bentley. Donc, c'est vrai que c'est un logiciel qui est vraiment dédié à la création, à la base, à la création d'une animation par rapport au nuage de points. Justement, c'est pour ça qu'il est fourni aussi dans la partie Advanced de Reality Modeling. Pour justement, voilà, on a des outils très, très professionnels pour faire des animations dans le nuage de points, pouvoir voilà, bouger les caméras, voilà, jouer sur la vitesse, vraiment pour faire des présentations, ça peut être assez intéressant. Et un deuxième outil qui est assez intéressant dans le Point Tools aussi, c'est pouvoir faire de la détection de clash à partir justement de modèles 3D, de nuages de points, et de voir en effet, par exemple, ça peut être utilisé en industrie, au fur et à mesure qu'on déplace une machine, voir à quel moment ça touche le nuage de points, à quelle distance, ce genre de choses. Donc ça dépend vraiment sur quel outil, ça peut être intéressant à voir, parce que voilà, c'est un peu le même chose qui fait ça, mais ça permet. Mais c'est 2 choses qui sont vraiment quand même totalement différentes. Ouais. Donc voilà, ça après ceux qui voudront, voilà, je pourrais faire une présentation, voilà, s'ils ont des exemples, des choses comme ça peut être intéressant à voir dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un petit mail pour Bien sûr. Même pour ça. quelconque sujet que vous aimeriez parler, discuter ou proposer pour faire des webinaires, on serait ravis de faire même ensemble avec vous si vous êtes déjà utilisateur de Contest Capture ou ces solutions de Bentley. Voilà, exactement. Et puis même, voilà, n'hésitez pas aussi à contacter pour des démos plus personnalisées. Voilà, si vous avez des jeux de données aussi à vous et autres, voilà, ça peut être intéressant. Est-il possible d'avoir une représentation de détection de clash, nuage de points, modèle 3D? Alors oui, ça à la limite, on pourrait peut-être, comme je disais, voilà, juste au-dessus, un peu en discuter a posteriori, plus voilà, sur une démo plus personnalisée. Parce qu'en effet, ça va être un petit peu compliqué à voir. Et puis ça dépend aussi des logiciels. Ça dépend en fait, voilà, de détection de clash, ça veut pouvoir dire plein de choses et pas beaucoup de choses. Donc ça dépend, voilà, un peu le projet, parce que voilà, ça va peut-être être Point Tools, ça peut être aussi du Orbit. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Par exemple, je sais que plus pour de la partie extérieure, qu'on voit exceptionnelle et autres, on va plus utiliser la partie orbite, alors qu'en effet, plus sur des petits objets, des petites zones, plus industrielles, des choses comme ça, on va peut-être plus utiliser Point Tools. Très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on voit ça. Très bien. On va mettre live aussi cet enregistrement. Comme ça, tout le monde aura accès, tout le monde qui n'a pas pu rejoindre sur ce Teams. Oui, j'ai eu pas mal de mails voilà, qui n'ont pas pu nous rejoindre parce que finalement, ça a retardé le démarrage. Donc, on a voilà, même de nombreuses personnes qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas forcément vu le mail du changement. D'ailleurs, on est encore désolé. Hein, voilà, ça fait réduire aussi un peu l'audience. Donc, c'est toujours un petit peu dommage. En tout cas, j'espère que c'était intéressant pour ça. Et puis, j'espère vous retrouver également semaine prochaine pour toute cette partie partage des données, que ça soit en local, sur votre site web, sur le serveur Bentley, via Orbit, via OpenCities. Voilà, vraiment, tout dépend aussi de l'utilisation finale. Donc, ça peut être aussi très intéressant, surtout la semaine prochaine, pour vraiment fidéliser vos clients avec ces différents outils de partage.
directement. Bien sûr. Voilà, bon, je vous souhaite du coup une bonne Très journée. bien. Puis n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Également, ravi de vous répondre. Allez, au Très revoir et bien. puis au revoir à Ben. Merci et bonne journée. Bonne journée. Au revoir Arnaud.